Bonjour à tous, émission spéciale en direct sur Twitch sur le Tour de la Provence. On va parler cyclisme aujourd'hui pendant une petite heure avec nos invités et également avec vous qui nous regardez. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints sur la chaîne Twitch de la Provence pour parler de ce Tour de la Provence. Bonjour Marion Rousse, comment ça va? Très bien, merci. Bon, vous êtes la directrice adjointe du Tour de la Provence. Le directeur du Tour, c'est Pierre-Maurice Courtade qui est Bonjour à tous, avec nous sur ce plateau. Et puis pour parler du Tour de la Provence, Maxime Bouet était sans doute le mieux placé en tant que coureur régional depuis vos débuts. Maxime, au WC-La-Pomme en 2004, vous êtes toujours resté fidèle à la Provence et on en a lu des interviews de vous dans nos colonnes depuis presque 20 ans. Et vous êtes chez vous là, en train de vous reposer, de vous préparer avant le grand départ, le prologue de jeudi. Maxime, comment ça va? C'est ça. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Et oui, c'est vrai, je suis à la maison à Plan-de-Cuc, j'habite et j'ai la chance d'être sur mon territoire et demain, je suis pas très loin de l'hôtel pour aller au départ du Tour de la Provence. Et ouais, on va parler de tout ça avec vous. Alors, vous nous regardez sur la chaîne Twitch de la Provence en direct. On parle souvent de foot sur cette chaîne-là. Et bien aujourd'hui, on parle de vélo et on en est ravis, évidemment, avec nos invités. Alors, on a plein de choses à voir avec vous tous. Et on va parler du plateau, des stars du peloton qui sont en Provence cette semaine, évidemment, du parcours. On va découvrir le profil, le tracé de chacune des étapes. Et puis, on verra également en quoi le Tour de la Provence est une formidable vitrine pour la Provence, pour notre région, pour nos villages, pour nos paysages, que le Tour est diffusé, Pierre-Maurice, dans combien de pays cette année? Alors on vient d'avoir les chiffres il y a quelques minutes. 190 pays vont diffuser le Tour de la Provence, dont 175 en direct, qui va être un record. Et ça fait combien de millions de téléspectateurs? Tout ça, on a une idée à peu près? Oui, l'année dernière, c'est 1,2 milliard de foyers perçus. D'accord. Donc c'est des chiffres un peu vertigineux, 1,3 million en France. Et cette année, en ayant plus de pays diffuseurs en direct, en étant en direct aussi en France, je pense qu'on va pouvoir exposer ces chiffres. Et voilà, et pas de concurrence des JO. Mais on va revenir tout ça évidemment sur le modèle économique, sur les villes-étapes, sur le parcours, sur comment vous avez constitué le plateau ensemble. On va attaquer tout de suite par le premier thème qui va s'afficher ici, un plateau exceptionnel. On a tous envie de savoir qui va courir le Tour de la Provence cette année. Alors les experts, les fans le savent déjà évidemment. Ça commence par donc un prologue à Berre, on l'a dit, ça s'achève dimanche au sommet de la montagne de Lure. La star, c'est Julien Alaphilippe qui lance sa saison à l'occasion du Tour de la Provence. C'est décisif, Pierre-Maurice, d'avoir un tel coureur au départ d'une épreuve comme le Tour de la Provence. C'est une super chance. La France déjà a une chance d'avoir un coureur comme Julien Alaphilippe et en plus de l'avoir nous depuis 2 ans au départ de l'épreuve, c'est plus qu'une satisfaction, c'est vraiment un honneur et une chance en fait. Donc pour nous, voilà, on est très 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 heureux qu'il soit là. Ça draine du public supplémentaire, des téléspectateurs supplémentaires, j'imagine? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Julien, c'est un phénomène. C'est-à-dire que le cyclisme, il y a longtemps qu'on n'a pas connu un champion de ce talent avec ce double titre de champion du monde. Et aujourd'hui, on a la chance dans notre sport d'avoir un tel champion. Alors, il y a aussi le fait de devoir faire avec le Covid. Et par exemple, l'un de ses équipiers, Casper Asgreen, est positif et donc il sera donc absent. Et d'ailleurs, son équipe, la Quick Step Alpha Vinyl, n'évoluera qu'à 6 coureurs. C'est un coup dur là pour ce début de saison pour cette équipe, Marion? C'est un coup dur déjà pour Casper Asgreen. En plus, on démarre avec un prologue. On sait que lui, sa spécialité, c'est les chronos. Donc évidemment, c'était une carte maîtresse pour cette formation Quick Step Alpha Vinyl. Et puis surtout, c'est aussi un coureur qui est important dans cette formation en cas de bordure avec l'arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais, c'est un gros coup dur, mais ils n'ont même pas su le remplacer parce qu'il y a d'autres cas de Covid également dans l'équipe. Donc c'est pour ça tout à l'heure je souriais un peu parce que même nous, en fait, le plateau, évidemment, on a les grosses lignes, mais en fait, il change à chaque minute en fonction des résultats positifs, malheureusement. Et oui, là, on tourne cette émission, il est 18h19, on est le mardi 8 février. Peut-être que vous la regardez en replay, cette émission, et peut-être qu'entre-temps, les choses auront changé. Restez fidèles sur le site de laprovence.com, évidemment, pour savoir tout ça. Et puis, la bonne nouvelle, Pierre-Maurice, c'est qu'il n'y a pas que Julien Alaphilippe. Détaillez-nous un petit peu les autres têtes d'affiche de ce Tour 2021. Alors, comme le dit Marion, on va on va dire ceux qui sont pour l'instant inscrits au moment où on est là, en direct. Tout à fait. Donc, on a la chance d'avoir les 3 derniers vainqueurs, Nairo Quintana, Gorka Izagirre et Ivan Sosa, qui a remporté l'année dernière le Tour. On a la chance aussi d'avoir Richard Carapaz au départ. Et puis, champion olympique. Champion olympique en titre. Un champion du monde, un champion olympique pour l'instant. Pour le moment. Mal, Et puis peut-être qu'il y aura encore une modification, puisque cette nuit, on a vu qu'une équipe a remplacé ses remplaçants. Donc c'est quelque chose de très exceptionnel. Et certains bruits nous font croire qu'il a repéré aujourd'hui le prologue. Donc
il est possible qu'un autre grand champion rejoigne demain le parcours. Bon, on en saura plus très vite. On a on nos experts cyclisme à la rédaction sportive de la Provence qui vous donneront sans doute l'info dès que possible. Maxime, comment ça se passe la préparation? Comment vous vous sentez en ce moment là, à la veille de cette épreuve que vous cochez d'une croix blanche, j'imagine, chaque année? La préparation a été bonne. Avec mon épouse, on a eu la chance d'avoir un petit garçon à la période de Noël. Donc, ça a été des nuits un petit peu compliquées depuis. Mais bon, c'est les joies d'être parent. Mais pour ce qui est de la course, en tout cas, moi, je peux dire que Nairo Quintana sera là parce que oui. Je sais qu'il est à l'hôtel déjà ce soir. J'étais content il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, quand il a remporté le Tour de la Provence, je faisais partie d'équipe. Donc c'est un gros challenge encore cette année pour nous en tant que coéquipiers d'aller au Tour de la Provence pour le remporter. Racontez-nous un petit peu comment c'est passé. Alors, il a été sans doute un peu perturbé ce mois de janvier, puisque vous êtes jeune papa, mais la vie d'un coureur cycliste au mois de janvier, avant de démarrer la saison, c'est beaucoup d'entraînement, de repérage. On verra tout à l'heure un reportage sur la montagne de Lure, mais voilà, c'est un moment de l'année qui est un peu difficile, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de compétition et il faut quand même beaucoup travailler. Oui, la saison d'un coureur cycliste professionnel se termine à peu près à la mi-octobre. Donc nous, ce qui est différent des autres sports, c'est qu'on a une trêve qui est à partir de mi-octobre jusqu'à mi-novembre, où on a une période de repos. Beaucoup de coureurs partent en vacances à cette période qui est un peu étrange, mais c'est la trêve pour les coureurs cyclistes. Et tout doucement, on remet la machine en route avec un premier stage généralement mi-décembre, qui est souvent en Espagne pour la plupart des équipes. Et ensuite, un deuxième stage mi-janvier qui est également pour nous Arkea Samsic, qui est comme la plupart des autres en Espagne également. Et la saison démarre généralement le dernier week-end de janvier, que ce soit au Challenge de Majorque ou la semaine dernière au Grand Prix de la Marseillaise. Comment est-ce que vous abordez cette saison, l'équipe et vous, Maxime, cette saison 2021 qui commence et qui enfin marque le retour du public? On va en reparler, mais j'imagine que c'est quand même, ça doit faire plaisir de retrouver le public le long des routes. Mais sportivement, vous l'abordez comment? Sportivement, je pense que j'ai la même philosophie que l'équipe, c'est-à-dire que nous, l'objectif pour Arkea Samsic et mon objectif personnel, c'est que l'année prochaine, on fasse partie du World Tour. Pour l'instant, on n'en fait pas encore partie, même si cette année, on est comme l'équipe Alpecin, on est invité de partout d'office, mais on doit aller chercher cette licence World Tour l'année prochaine. Donc pour nous, chaque course est importante, chaque course où on va, on doit marquer des points, faire le meilleur résultat possible. Et donc que ça soit collectivement ou moi personnellement, individuellement, mon objectif c'est qu'Arkea Samsic soit en World Tour l'année prochaine. Donc je dois donner mon meilleur. Et mes coéquipiers, pareil, pour qu'à chaque course où on se présente, on ait le meilleur résultat possible. Pierre-Maurice, vous nous avez donné le plateau dans ces grandes lignes. Comment on s'assure année après année que les plus grands reviennent? C'est du relationnel avec les équipes, c'est du relationnel aussi avec les coureurs. Comment ça se constitue? J'imagine que c'est un tout pour arriver à constituer un tel plateau. Ouais, c'est beaucoup de travail, hein. Et surtout essayer de toucher toujours la perfection. C'est ce qu'avec Marion, on essaye de faire le plus possible. Et je pense que c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce plateau et d'avoir séduit les équipes et ses coureurs. Et on travaille, on n'est jamais parfait, parce que sinon la vie serait trop facile, mais on essaye de travailler le plus possible sur la sécurité, sur les hébergements, sur tous ces facteurs qui sont très très importants pour des sportifs de haut niveau et pour des cyclistes. Marion, vous êtes sur le circuit assez souvent tout au long de la saison. Quelle est la place là, du Tour de la Provence sur ce calendrier international très riche du cyclisme? Comment est-ce qu'il est vu par les autres épreuves? Déjà, il est bien placé parce que c'est une des courses de reprise. Donc, pour pas mal de coureurs, là, de remettre un dossard après une longue coupure hivernale, c'est toujours intéressant. Il y a toujours un petit côté aussi stressant. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on est dans le sud, donc on s'assure quand même normalement du beau temps, ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres compétitions. Mais évidemment aussi au niveau du parcours, on a essayé en tout cas de tracer un parcours qui peut correspondre à des types de coureurs différents, que ce soit des sprinters, des punchers, des grimpeurs avec la montagne de Lure pour arriver finale.
Donc voilà, on a vraiment essayé de faire au mieux. C'est le côté complet aussi qui séduit les équipes. Oui, voilà, exactement. En tout cas, on réfléchit à tout ça. On sait aussi qu'on est en début de saison et qu'on ne va pas faire non plus quelque chose de trop difficile. Donc on reste cohérent aussi sportivement parlant. Alors vous avez beaucoup de fans, Maxime, qui vous encouragent là sur le chat du Twitch. Il y a Allez Maxime, déchire tout, fais-nous rêver, on l'a vu à l'antenne tout à l'heure. Il y a aussi Tri du Sud qui nous dit gros travail d'équipe pour Maxime sur la Marseillaise, ça promet pour cette semaine. Sylve qui nous dit au top Max. Franchement, vous avez votre groupe de fans là qui vous suit, Maxime, et on vous est attendu sur les routes de Provence, je crois, cette année. Ça vous inspire quoi d'ailleurs? C'est vrai, ça fait plaisir de retrouver les fans, de pouvoir enfin re-signer des autographes, refaire des selfies avec les amateurs de vélo. Ce qui est toujours compliqué quand vous courez un petit peu à domicile sur vos terres, c'est que vous mettez une pression supplémentaire par rapport justement à votre famille, à vos amis, à vos supporters. Vous devez être bien faire. Donc il y a toujours un petit peu ce petit côté un peu plus stressant, un peu plus de pression. Et parfois, ça peut vous faire certaines erreurs. Parfois, vous pouvez mal courir ou en faire trop. Vous vous laissez un petit peu dépasser par l'événement. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Après, je voulais revenir juste sur la question d'avant, enfin, ce que vous parliez juste avant. Le Tour de la Provence est vraiment perçu comme une très très grosse course, une très belle course. Et en tant que coureur, ce que j'entends de mes coéquipiers ou même de mes adversaires, quand on parle du Tour de la Provence, c'est toujours une belle organisation, des beaux parcours. Chaque jour correspond à un type de coureur, donc c'est très intéressant de venir ici. On sait qu'aussi il y a le climat qui est toujours bon, donc pour moi c'est une course qui grandit chaque année et je pense qu'elle mérite de passer à l'échelon au-dessus en tout cas. Allez, faites-nous justement le descriptif des différents échelons. Je vois que Pierre-Maurice et Marion sont ravis évidemment qu'un coureur professionnel vous dresse autant de louanges. Pierre-Maurice, pour les amateurs de vélo, tout ça est très clair, mais pour le grand public qui n'est pas forcément au fait qui regarde le Tour de France et un peu le Tour de la Provence, comment est organisée la hiérarchie des épreuves cyclistes sur le calendrier international et où se situe le Tour de la Provence dans cette hiérarchie? Merci Maxime pour les compliments. Alors en fait, la plus haute catégorie est le World Tour. C'est le Tour de France, les grands rendez-vous cyclistes. En dessous, vous avez l'UCI Pro Series dans lequel le Tour de la Provence se situe aujourd'hui, puisqu'on avait avec Marion déposé une candidature qui avait été validée tout de suite il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et en dessous, après, c'est classe 1, classe 2. Et classe 1, c'est les autres épreuves de la région. Et c'est là où était le Tour il y a 3 ans. Hein. C'est ça, il y a 4 ans. 4 ans. Et ça doit être 4 ans ou 3 ans. Et voilà, après y accéder, effectivement, c'est un rêve. Hein. Ça serait une première, puisqu'en France... Donc il y a Paris-Nice notamment dans cette Paris-Nice, le Tour de France, le Critérium du Dauphiné, le Grand Prix de Plouay sont des épreuves World Tour. Après, il y en a beaucoup, Paris-Roubaix. En France, après, je crois qu'on a fait le tour. En fait, il n'y a que 4-5 épreuves aujourd'hui qui sont en World Tour. Et aujourd'hui, les chiffres nous permettraient d'y accéder, puisque la télévision, on a les chiffres pour, le plateau, on l'a aussi. Après, c'est le budget qu'il faut réunir et on n'accédera pas au World Tour à tout prix. On l'accédera le jour où le budget nous permettra de le faire et qu'on pourra stabiliser les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est très très important. Le cyclisme évolue très vite. L'événementiel aussi évolue très vite. On sort d'une période qui n'a pas été simple, où nous, on a réussi à survivre parce que même malgré le Covid, le Tour a existé. Et ça, c'était un gros challenge. Et aujourd'hui, on travaille déjà sur 2023. Le parcours est presque déjà établi. Et surtout, on travaille déjà aussi sur nos partenariats, voir quand est-ce qu'on pourra accéder ou non à cette catégorie. Alors, c'est décisif. En attendant, on va revenir sur cette année et des questions qui commencent à arriver. Il y a Sweet Writer qui nous demande s'il sera possible de prendre des photos, d'avoir des autographes des coureurs avant les départs. Comment ça va se passer cette année? Alors cette année, on a toujours des bulles de protection. On est encore, même si les chiffres sont plutôt encourageants pour une sortie de cette épidémie, on reste très très vigilant. Regardez ce qui se passe, ne serait-ce que sur la fluctuation de la liste des coureurs qui, à 24 heures de la finalité, on ne l'a toujours pas. Donc il y aura toujours des protections qui sont faites, mais le public pourra accéder. C'est déjà une évolution par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, pour rappel, on était à huis clos départ et arrivée. Là, cette année, le public pourra accéder, mais ne pourra pas s'approcher des coureurs comme ça a été dans le temps avant Covid. Et on espère que peut-être l'année prochaine, on pourra reconnaître
quelque chose. Le public quand même se rendre évidemment sur le lieu du départ, sur le lieu d'arrivée, assister au départ, assister à l'arrivée, assister à la signature le matin et au protocole après l'arrivée. Et en plus, on a voulu cette année parce que c'était une grosse frustration l'année dernière. On avait un très très beau plateau, on avait énormément de monde sur les parcours et pour les arrivées cette année, on a innové, enfin on savait qu'il y aurait encore des contraintes et donc on a voulu que le public ait une expérience sur la ligne d'arrivée qui soit encore plus riche et plus forte, et on crée des fan zones sur chaque ligne d'arrivée avec un écran géant, avec des animations, il y aura des parcours vélo, il y aura un simulateur de vélo, il y a un terrain de pétanque, parce que la Provence c'est la pétanque, donc les gens pourront venir jouer aux boules sur la ligne d'arrivée du Tour avec la boule bleue. On a cette fan zone qui va permettre au public, en attendant le passage des coureurs, parce qu'on a aussi favorisé ça, plusieurs circuits sur les lignes d'arrivée. Ah oui, on va les regarder en détail tout à l'heure, on va regarder les nombreux passages. Et les gens pourront profiter et vivre entre les passages des coureurs pour essayer de retrouver cette convivialité, cette popularité, malgré encore quelques contraintes. Allez, ça va mieux quand même, Marion, on respire un petit peu là en ce moment, non ? C'est vrai que l'année dernière, on était les premiers attristés de la situation. Après, de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons non plus, mais c'est vrai que le cyclisme, c'est un sport, et c'est une grande qualité, c'est que les coureurs, normalement, on peut les approcher. C'est un sport populaire, c'est un spectacle à ciel ouvert, gratuit en plus. Donc c'est vrai que nous, on n'a jamais été habitués à mettre des barrières comme ça entre les coureurs et le public. Bon là, évidemment, c'était par mesure sanitaire, donc voilà, il y avait des raisons. Mais on espère, oui, à l'avenir qu'il n'y aura plus du tout de contraintes. Et les coureurs, d'ailleurs, aussi sont tristes. Je pense que Maxime aussi peut nous le dire. Mais oui, ça Maxime, manque, juste avant de passer à la suite, Maxime, ces bulles, ces tests permanents, voilà, on espère que vous allez sortir progressivement de ces protocoles très contraignants, parce que pour les coureurs, ça doit être aussi très très pénible au quotidien. Oui, c'est sûr. L'année dernière, c'était vraiment très pénible, avec parfois 2 tests par semaine, toutes les semaines. C'était quelque chose de, même en étant vacciné, c'était quelque chose que même moi, j'arrivais pas à comprendre. Là, cette année, c'est un petit peu plus souple quand même. Quand vous êtes totalement vacciné, il y a quand même beaucoup moins de tests. Et moi, ce qui me chagrine le plus, c'est justement ce manque d'être moins proche du public, de moins avoir de supporters. Ça c'est quelque chose qui m'attriste un petit peu. Là, la bride a été un petit peu lâchée. Pour moi, le cyclisme, comme l'a dit Marion et Pierre-Maurice, c'est un sport qui est accessible. On est proche du public, le public est proche des coureurs et on est tous ensemble. Et c'est vrai que c'est dommage parfois d'avoir vu des images de courses de vélo où il n'y a pas de supporters, pas de public. C'est vraiment triste parce que je trouve que c'est ça qui fait le charme du cyclisme. Moi, petit, quand j'ai commencé le vélo, j'allais voir le Tour de France et c'était presque pour l'ambiance que j'ai aimé le vélo plutôt que par les coureurs. Et s'il y a plus cette étincelle, c'est pas la mort du vélo, mais ça rend un petit peu plus triste le cyclisme et les courses professionnelles, je trouve. Alors on a une question de Wassim qui nous demande, alors ça c'est un détail très technique et on aura la réponse dans la Provence, mais on va quand même vous poser la question, les routes où passeront les coureurs seront fermées combien de temps avant leur passage ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Pierre-Maurice. Nous, ce qu'on essaye, c'est de fermer le moins possible. Parce qu'au-delà de notre événement et du sport cycliste, on rentre aussi dans la vie de tout le monde. Donc on essaye de fermer les routes 10 à 15 minutes avant notre passage et de les rouvrir tout de suite après. Même quand on fera des circuits, les routes seront ouvertes entre les tours. Pourquoi on peut se permettre ça ? C'est qu'aujourd'hui, on a 5 à 600 signaleurs sur chaque étape. Donc c'est quand même très important. Et on a la chance d'avoir le concours de la garde républicaine, l'escorte présidentielle qui nous escorte et qui nous garantit en fait un fonctionnement vraiment top. Et c'est ce qui permet de fermer le moins possible. Donc 10 minutes avant le départ et on rouvre tout de suite qu'on est passé. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aussi de continuer le reste de l'activité. Et puis, alors Maxime, il y a l'O93 qui dit tout simplement « T'inquiète pas, on est tous derrière toi Leblanc ». Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Les fans de Maxime sont là, aucun problème. On va marquer une petite pause, revenir un petit peu en arrière parce que je voulais vous montrer à Maxime, à Pierre-Maurice, à Marion, quelques images qui vont vous rappeler quelques souvenirs et qui vont peut-être vous toucher un petit peu. On va regarder ces images tout de suite. On va regarder ces images et on reconnaît Bernard Tapie et on va même l'entendre parler du Tour de la Provence. On va l'entendre Bernard Tapie.
dans le cyclisme local et qui devient déjà, au bout de 3 ou 4 saisons, une des épreuves principales avec les équipes qui vont avec le personnel qui va avec. Et je suis très fier de ceux qui ont su organiser ça, parce que c'était pas simple. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va gagner nos lettres de noblesse. Et ça tombe à un bon moment en plus, parce que la France les Français voient le soleil d'un coup, pour 3-4 jours. Il va falloir qu'on détrône Paris-Nice, ça va être quand même plus dur, mais bon. On n'a pas cette ambition tout de suite. On va attendre 2-3 ans. Merci. Et la sauce marseillaise avec les orangettes. Ça, c'est le seul regret de ma vie. La forme est super, mais... Le seul regret de ma vie, c'est que j'ai pas pu l'avoir avec moi. Il n'est pas malade, Bernard. Regarde-moi ça, cette forme. Bravo. Bravo. Salut. Ça va? Les 6 jours de Paris. C'est vrai. Jean-François Roux, vainqueur de Bordeaux-Paris, a porté le maillot vert sur les routes du Tour de France. Maurice Le Guillou, qui a été directeur sportif, qui a fait 2 et 3 de Bordeaux-Paris. Bon, il a pas eu de peau. À chaque fois qu'il gagnait une course, elle disparaissait. C'est pas de sa faute. Hein. Donc, Bernard Vallée, meilleur grimpeur du Tour de France, vainqueur d'étape, vainqueur des 6 jours, membre de l'équipe de France avec lorsque Hinault est champion du monde. Jean-François Bernard, 3e du Tour en 87, vainqueur de l'étape du Mont Ventoux. Charlie Bérard, qui a couru 10 fois le Tour de France. Un Niçois qui a été vice-champion de France. Alain Vigneron, un Alsacien, qui a couru le Tour également. Marc Madiou, vainqueur. Marc Madiou. Il faut dire. Voilà. Faut que j'oublie personne, il y en a d'autres. Voilà, on est ému quand même de revoir ces images. Parce que Bernard Tapie, évidemment, qui nous a quittés au mois d'octobre dernier et qui avait consacré une grande partie de son temps et de son énergie dans les années 80 à monter une grande équipe de vélo qui a gagné le Tour de France, la Vie Claire, et qui a retrouvé ses anciens coureurs. Et puis surtout, Bernard Tapie, propriétaire de la Provence et qui a créé ce Tour de la Provence et qui l'a soutenu énormément et qui surtout en était très fier. Donc on imagine que ça vous touche, Pierre-Maurice, Marion, de voir ces images. Hein. Évidemment. Ouais. Nous, on est là parce qu'il a été là. C'est grâce à lui qu'on a réussi à faire ce qu'on fait. Quand Maxime disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a réussi très vite à progresser, c'est parce qu'il était là. Parce qu'au-delà de notre travail, il y avait tout ce dynamisme et c'est son parcours dans le sport qui m'a toujours, moi, personnellement, motivé. Moi, je me souviens de Bernard Tapie quand j'étais tout gamin. En fait, j'ai eu la chance d'assister, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une pièce de théâtre. Et puis, évidemment, devant ma télé, que ce soit à travers l'OM, que ce soit surtout aussi à travers le Tour de France, parce que c'était déjà ma passion. Et je crois que dans le sport aujourd'hui, c'était un honneur de pouvoir travailler pour lui, en fait. Et aujourd'hui, on aura beaucoup d'attention cette année sur le Tour, avec notamment un maillot de leader qui va lui rendre un bel hommage, et puis un protocole qui aura une très très grosse surprise. D'accord. Marion, ouais, là on vous a aussi ça a de revoir ces images. On va rappeler, c'était en 2019, lors du prologue qui avait lieu au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'était la première fois que je le rencontrais et moi ce qui m'avait choqué, c'était sa bienveillance envers nous. On était de jeunes, hein, c'est vrai, qui débutions dans le monde de l'organisation. Je pense qu'une femme qui organise une course de vélo, ça n'existait pas non plus à l'époque. Donc, je pense qu'il y en aurait peut-être quelques-uns qui auraient été choqués. Et Bernard Tapie, pas du tout. Il a toujours eu des mots super sympas avec nous, toujours derrière nous, toujours à demander comment se passait notre organisation. Donc, non, j'ai été touchée, je ne le connaissais pas. Et vraiment, je le remercie parce que voilà, on est là aujourd'hui et c'est en partie grâce à lui. Et on salue évidemment aussi Raymond Polidor, qu'on a vu brièvement dans ce sujet qui nous a quittés cette année-là, en novembre 2019, et qui était le parrain du Tour de la Provence depuis son origine. Maxime, peut-être une réaction avant de passer à la suite sur Bernard Tapie. Une réaction, oui. Il a mis un petit peu la pression à Pierre-Maurice en disant il va falloir détrôner Paris-Nice, je crois. Oui. Et tout à l'heure, ma phrase, elle voulait dire quelque chose quand j'ai dit
que le Tour de la Provence peut-être est une hors catégorie, mais pour moi, elle a tout d'une World Tour, sauf l'appellation. Et en termes de logistique, en termes de parcours, en termes d'organisation, j'ai fait plusieurs fois Paris-Nice. Le Tour de la Provence, pour moi, est un petit Paris-Nice. Et je pense que Bernard Tapie, le boss, en étant supporter de l'OM, il met un petit peu la pression à Pierre Maurice. Et je pense que je vois le Tour de la Provence un jour dans le World Tour. Allez, justement, petite transition, une question de Hervé Tieski. J'ai du mal à lire son pseudo, mais alors il y a deux questions. Il y a une question sur pourquoi pas une arrivée systématique à Marseille, ça c'est pour Pierre Maurice, au Stade Vélodrome ou en bord de mer. Voilà, ça c'est merci pour l'organisation. Pourquoi pas Marseille d'ailleurs cette année? J'ai des gens dans mon équipe qui m'y poussent grandement, on va dire, puisque des gens arrivent d'un certain club de foot très connu à Marseille. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est une ville tellement grande, tellement dense. La sécurité des coureurs est très importante. On s'y est pas risqué. Moi, depuis que je suis arrivé, c'était un des conditions que j'avais évoquées. Qu'on y revienne un jour, j'espère. D'accord. Parce que Marseille reste la capitale. Et on a eu une très belle arrivée, je me souviens, en haut de Notre-Dame-de-la-Garde il y a quelques Après, est-ce que ça sera une arrivée ou est-ce que ça peut être un très beau départ? Moi, il y a quelques mois, j'avais réfléchi à un prologue à Marseille qui peut peut-être un jour voir le jour, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas l'arrivée finale puisqu'on a signé 4 ans avec la mairie d'Arles. La mairie d'Arles. Ah, mairie d'Arles, pardon. Là, cette année, ce sera la montagne de Lure et à partir de 2023 jusqu'en 2025-26, ce sera Arles. Alors, on reviendra sur Arles tout à l'heure. Et auparavant, j'ai une question avant de passer aux étapes, puisqu'on va enchaîner ensuite. Il y a quand même une question toujours de Hervé Tieski qui nous demande Maxime, un mot sur le déplacement de l'OM à Nice demain soir. On te sait grand supporter. Tu regarderas le match. Je pense que contre Angers, Sampaoli a eu très chaud. Voilà, déjà, ça, c'est ma première réaction. Et il y a un truc dans le foot que je n'arriverai jamais à comprendre, c'est quand une équipe ne va pas bien, on change systématiquement l'entraîneur ou le directeur sportif. Et ça, c'est un sport, je n'ai jamais compris. Si une équipe va pas bien et que tous les ans on change l'entraîneur et que toutes les saisons l'équipe ne va pas bien, c'est qu'il y a forcément un autre problème que l'entraîneur. Et en tout cas, dans mon sport, le coureur est souvent remis en question. On va chercher l'entraînement, on va chercher la nutrition, on va chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et dans le foot, on change systématiquement l'entraîneur en directeur sportif. Et ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Et pour contre Nice, bien sûr, une victoire de l'OM, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Bon, j'imagine que vous serez, Maxime, devant votre écran demain soir pour regarder quand même le match à la veille du prologue à Berre. Allez, on va attaquer justement par le parcours pour la deuxième partie de cette émission. Un parcours magique, car vous allez voir, il y a de nouveaux endroits, il y a une nouvelle arrivée. On a parlé. On va commencer par regarder tout de suite peut-être le tracé du prologue qui aura lieu donc ce jeudi à Berre. Voilà, on l'a à l'image. Alors, voilà, un contre-la-montre, un prologue de 7 km 2, c'est tout plat. Qu'est-ce que ça va donner, Marion, ce prologue? Recommencer la saison par un prologue, c'est pas forcément un cadeau, parce que c'est que 7 km pour les gens qui nous regardent, mais je peux vous dire que derrière, il y aura bien 1 heure d'échauffement pour pouvoir s'aligner au départ et faire une belle performance. Non, c'est un beau chrono. Évidemment, on a été le repérer. Il n'est pas très technique, il est tout plat, donc ça va rouler très très vite. Il faudra évidemment regarder le sens du vent qui aura son importance. Mais surtout, au bout de 7 km, on aura un premier leader sur ce Tour de la Provence, donc une étape déjà très très importante. Et oui, Maxime, vous l'avez repéré là, ce prologue, j'imagine. En effet, il faut beaucoup rouler afin d'être très 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 chaud avant de s'élancer. Pour la plupart des gens, 7 km, c'est très court. Mais quand vous êtes, comme Marion l'a très bien dit, ça peut être très long. Ouais. Si vous partez trop vite, vous pouvez exploser. Et pour moi, c'est un prologue de 7 km qui est décisif pour la victoire du Tour de la Provence. Parce que c'est pas dit que le dernier jour à la montagne de Lure, il peut y avoir 4-5 coureurs ensemble. Et le prologue va définir le vainqueur du Tour de la Provence.
Oui, donc un rendez-vous très important. Donc évidemment, c'est pour qui? C'est pour un spécialiste du contre-la-montre, ce prologue? Ouais, voilà, ça sera vraiment un spécialiste. C'est vrai que 7 km, ça se rapproche même un peu de la poursuite sur la piste. Donc non, c'est vraiment spécial comme chrono. Il y a même des sprinteurs qui peuvent bien faire sur ce genre de tracé. Mais bon, il faut attendre les noms pour dire un favori. Bien sûr. Mais Maxime, ça vous va quand même ce début en contre-la-montre très très court? Ouais, ça me va. Vous êtes un coureur complet. Oui, complet à mon niveau. Je suis pas un champion du contre-la-montre, mais je me débrouille pas trop mal. Je limite les délais, voilà. Et non, 7 km, c'est vraiment pour les spécialistes, comme l'a dit Marion. Et comme elle l'a très bien dit, un sprinter peut bien se défendre. Et le lendemain, si un sprinter l'emporte au Sainte-Marie-de-la-Mer, il peut récupérer le maillot jaune en ayant fait un très bon prologue la veille. Et oui, donc on va parler dans un instant de la première étape qui aura lieu vendredi, en effet qui partira d'Istres-Sainte-Marie. Mais juste avant, un mot sur la ville de Berre. Pierre Maurice qui accueille le Tour de la Provence pour la première fois. Comment ça se passe quand on est maire d'une commune de la région et qu'on a envie d'avoir une étape de Tour de la Provence? On fait qu'on prend son téléphone et on appelle Pierre Maurice Courtade? Tout à fait, en fait. Ou Marion Rousse d'ailleurs. Il y a 3-4 ans, on était plus à la recherche d'étapes, on va dire, que comme on est aujourd'hui. Et là, c'est le maire Mario qui m'a téléphoné et qui m'a dit voilà, moi je veux le Tour de la Provence. Donc, j'étais sceptique car je ne connaissais pas du tout Berre, parce que moi je ne suis pas du tout originaire de la région. J'y suis allé et je suis vraiment tombé amoureux de ce parcours et du site de départ et d'arrivée qui va permettre au public de voir les coureurs au départ et à l'arrivée. Donc vraiment un spectacle sur plusieurs heures qui va être très bien. Voilà, et c'est en bord de l'étang de Berre et on échappe un peu au paysage un peu industriel de la ville, je crois, sur ce parcours, d'après ce qu'on m'en a dit. Donc ça sera intéressant d'aller voir ça et en effet c'est une belle occasion de voir les coureurs de près, de les voir passer tous les uns après les autres. On va se passer tout de suite à la première étape, donc après le prologue, la première étape entre Istres et les Sainte-Marie-de-la-Mer, deux villes habituées du Tour de la Provence, mais c'est une ville avec un tracé, Marion, que vous allez pouvoir nous commenter, qui est finalement une étape très plate et qui traverse de très beaux endroits de la région, notamment les Alpilles. Ouais, c'est vrai que c'est plein. Il y aura une seule difficulté répertoriée, ce sera le col de la Vallède, plutôt en première partie de course. Ce sera une étape assez courte, 152 km seulement, et c'est vrai que les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est un endroit qu'on connaît bien. On y avait fait un contre-la-montre d'ailleurs il y a quelques années. Ce sera plat, mais il faudra se méfier d'une chose, c'est le vent. Si on a un vent de côté, il peut y en avoir partout. Et il y a des boucles à l'arrivée. Et il y a une combien de boucle passages alors? Alors il y en aura 2 passages. Ouais. 2 passages sur la ligne d'arrivée. Et c'est un choix qu'on a fait avec Pierre Maurice, parce que déjà ça sert aux coureurs qui vont pouvoir repérer une première fois la ligne d'arrivée. Donc ils vont savoir où ils mettent leurs roues, comment faire pour lancer leur sprint. Et aussi pour les gens, tout simplement. C'est vrai qu'on est un peu frustré. Des fois, on voit sur le bord de la route. Et puis on attend 1 heure et on les voit passer 10 secondes. Ça va très très vite. Et là, l'avantage de les voir passer plusieurs fois, on peut profiter un peu plus des coureurs. Voilà, et Sainte-Marie-de-la-Mer, donc la ville d'arrivée. Maxime, là c'est vraiment une étape pour sprinter, là, pour le coup, cette étape-là. Oui, je me souviens, il y a 2 ans, avoir roulé toute l'étape et mon leader Nasser Bouhanni avait remporté l'étape au Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui. C'était un bon souvenir et comme le dit encore une nouvelle fois Marion, le sens du vent, la force du vent va avoir un impact énorme pour cette étape. Il suffit de 20, 30, 40 km/h de vent pour faire exploser le peloton. Il y a des très grosses armadas sur ce Tour de la Provence. Des équipes comme Quick-Step peuvent faire exploser le peloton. C'est des spécialistes du vent. C'est une étape qui est toute plate, mais je peux vous dire qu'en tant que coureur, c'est une étape qui fait extrêmement peur. C'est même l'étape pour moi qui fait le plus peur sur le papier sur ce Tour de la Provence. Et oui, il va falloir en effet faire attention aux bordures, nous dit toujours un internaute. Et tout le monde se plaint du vent là sur le chat de la Provence. Vous savez qu'on est pas mal servi par le Mistral ici dans la région. Devant la télé, ça peut être sympa, mais c'est vrai que quand on est sur le vélo, c'est un peu moins cool le vent. C'est pas la même histoire, tout à fait. Allez, si on regardait le tracé de la deuxième étape avec Arles qui accueille le Tour pour la première fois, et visiblement ça va se poursuivre, et l'arrivée à Manosque.
Marion, on regarde ensemble. Là, c'est plus la même histoire, il y a du dénivelé. Il y a du dénivelé, un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une étape, pourquoi pas pour les punchers. Hein. C'est vrai que l'année dernière, sur la même arrivée, c'était un garçon qui va vite au sprint, mais qui passe bien les bosses. C'est Ballerini qui s'était imposé. Cette année, on peut pourquoi pas revoir le même scénario. Alors l'année dernière, malheureusement, il pleuvait. Cette année, il fera beau. Donc déjà, on peut rassurer Maxime là-dessus. Et c'est vrai que c'est casse-pattes hein, tout au long de la journée. On fera que montée, descente. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée pour aller refaire un parcours, une boucle finale, comme on aura fait la veille. Et puis cette arrivée qui sera en faux plat montant, donc un sprint quand même assez difficile pour costaud. Et ça pourrait convenir là pour le coup à Julien Alaphilippe, selon ça c'est les experts vélo de la Provence qui me l'ont dit. Ouais, pourquoi pas, il faudrait que ce soit une course vraiment difficile avant. Et puis on parlait de Ballerini, il sera au départ, donc il sera dans sa formation, qui peuvent avoir plusieurs belles cartes à jouer. Ouais. Alors, Arles, Pierre-Maurice qui accueille le Tour pour la première fois. Est-ce que le nouveau maire, Patrick de Carolis, qui est un homme d'image, a très vite compris l'intérêt du Tour de la Provence? C'est pour ça que ça s'est très bien passé entre vous? On s'est vu tout de suite après le Tour 2021 et il avait un projet. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans sa démarche. Et c'est pour ça qu'on s'est ancré avec lui sur plusieurs années. En cette année, pour 2022, on ne pouvait pas faire d'arrivée finale parce qu'on s'était déjà engagé sur la montagne de Lure. Mais il a compris et donc on fait un départ cette année. Et les prochaines années, on fera l'arrivée finale sur la Fondation Louma, qui est un gros point aujourd'hui d'importance pour notre territoire. Et son dynamisme et l'envie qu'il a de remodeler cette ville me plaît énormément. Et Arles est un super ambassadeur de notre territoire. C'est vraiment une ville magnifique. C'est une ville qui respire la Provence. Bien sûr. Et la Camargue est un de nos moteurs aussi. Donc on a de la chance pour les prochaines années d'arriver à Arles. Arriver à Arles. Juste pour revenir au parcours de l'étape, un petit mot, Maxime, sur ce tracé de l'étape qui vous emmènera jusqu'à Manosque. Comment vous la sentez, cette étape ? Si vous regardez le profil, il y a 2100 mètres de dénivelé, mais si vous regardez bien, c'est sur la dernière partie de l'étape. Ça veut dire qu'en quelques kilomètres, on a 2000 mètres de dénivelé. Et l'année dernière, ça avait été une étape très physique. Il y avait les conditions météo qui étaient compliquées avec la pluie et le froid, mais ça avait été un sprint qui était très, très compliqué, très dur à Manosque. Il y a un dernier col qui est un peu durci cette année à quelques kilomètres de l'arrivée, donc ça peut faire reculer des sprinteurs. Et je pense que un puncher, voire un sprinter en très grande forme peut peut-être s'imposer à Manosque. Si vous regardez le classement de l'année dernière, c'est Ballerini qui a gagné un sprinter. Mais si vous prenez les noms des coureurs qui étaient avec lui dans le groupe, il n'y a que des punchers, voire des grimpeurs. Donc c'était que Ballerini était en très grande forme ce jour-là. Et Manosque est une étape quand même assez physique. Et un coureur, comme vous l'avez dit, à Julien Alaphilippe, ça peut lui aller aussi. Mais c'est une étape qui est dure à Manosque. Oui. Ouais, une étape très difficile. Quand vous tracez ces étapes, vous l'avez dit, Pierre-Maurice, vous veillez à équilibrer et à faire des profils d'étapes très complémentaires. Qu'est-ce que vous avez voulu faire sur cette étape-là ? On a réfléchi déjà. Ce qui est compliqué quand on fait un parcours, c'est qu'il faut relier des villes en ville. Donc il y a la distance qui joue, il y a pas mal de choses. Et Manosque, j'étais un poil déçu de l'impact de la mort d'Humbert, qui est le col qui est juste après la ligne au premier passage, et il y avait cette descente jusqu'à Céreste et après ce parcours un peu vallonné. On s'est dit on va essayer d'étoffer un peu cette étape, on verra ce que ça donne cette année. Mais Manosque, c'est pareil, c'est une ville où on y est pour plusieurs années. Donc on a la chance de pouvoir travailler sur plusieurs formats d'arrivée, ce qui est un luxe dans notre métier. Alors justement, être ville d'arrivée d'une étape du Tour de la Provence, Marion, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire évidemment, il y a l'arrivée, puis il se passe plein de choses après. Que verront par exemple les Manosquins samedi ? Ça dépend des villes finalement. Chaque ville également fait un peu ce qu'ils ont envie de faire. Ils font parfois des choses en plus. Je me souviens, Manosque l'année dernière voulait inviter des enfants même à faire du vélo. Donc ça, c'est un peu libre à chaque ville, mais évidemment, quand tu es ville d'arrivée, tu vois l'arrivée, tu auras le grand écran pour suivre évidemment la course en direct. Et puis surtout, il y aura les bus à l'arrivée, donc les coureurs resteront un peu stationnés un peu plus longtemps. Il y aura également des fan zones. Donc
Voilà, il y a pas Il y a mal beaucoup de choses. d'animation. Voilà, quand on ville d'arrivée, voilà, on il y a aille au beaucoup départ d'animation. ou à l'arrivée, il y a de toute façon, vous l'avez dit, Voilà, toujours exactement. beaucoup de choses à voir. Allez, on va parler de la dernière étape, et évidemment pas la moindre, qui est cette étape qui va emmener le peloton jusqu'au sommet de la montagne de Lure, à plus de 1500 mètres d'altitude. Et on va regarder un reportage, puisque Maxime, vous étiez en repérage sur la montagne de Lure il y a quelques semaines, et la Provence aussi était à vos côtés. Et donc on va regarder ce reportage. C'était il y a quelques semaines. Regardez le reportage qui a été tourné par Philippe Laurençon. C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de cyclisme pour sa 7e édition. Le Tour de la Provence, qui aura lieu du 10 au 13 février, nous promet spectacle et sensations fortes. La 3e étape partira de Manosque pour s'achever tout en haut de la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence. 17 km de montée à 6% de pente moyenne. Le régional de l'étape, Maxime Bouet, de l'équipe Arkea Samsic, nous fait découvrir en avant-première cette ascension qui risque bien de départager les leaders pour la victoire finale. Une première partie de montée qui se monte assez vite en km/h, où l'importance du placement, d'être bien abrité, bien caché dans les roues, sera hyper importante parce qu'on économise vraiment des forces. En plus, si ce jour-là il y a un petit peu du vent, ça rajoute encore l'intérêt de se cacher. Voilà, et c'est de monter voilà, où il y a quand même une vitesse qui est élevée. Là aujourd'hui à l'entraînement, je monte dans une possible de parler, je monte à presque 20 km/h. Donc en course, on va monter entre 5 et 10 km/h plus rapide. Ça y est, pour moi, on est dans la partie la plus dure de la montagne de Lure. Dans mes vieux souvenirs, c'était ici. J'avais cette rampe qui est derrière, toute droite. Il y a la neige aussi qui est là. Et quand j'avais fait Paris-Nice en 2013, je me souviens d'avoir vu la neige à l'endroit où c'était dur. Et rebelote aujourd'hui. On est dans le même scénario. Il y a un passage de 500 mètres, 1 km qui est difficile. Et je pense que voilà, les gros favoris, s'ils veulent se détacher, c'est l'endroit le plus difficile de ce col. J'ai vu depuis le pied, je monte à la même puissance. Dans la première partie, j'étais entre 15 et 20 km/h. Et là, dans cette partie difficile, j'avoisine plutôt les 10, 12. Marion, ce sera le juge de paix de cette étape, de cette épreuve plutôt, la montagne de Lure ? Oui, d'ailleurs c'est l'étape reine, plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Donc évidemment, après 3 jours de course qui auront été certainement très difficiles, oui, en arrivant à la montagne de Lure, ça va être très difficile. L'ascension en plus en elle-même, elle est même particulière à prévoir parce que comme l'a très bien expliqué Maxime, elle est casse-pattes en fait. Au pied, tu peux mettre un peu plus de braquet, elle se monte plus rapidement. Après, il y a des pourcentages plus élevés, donc c'est compliqué de prévoir un scénario. Mais oui, ça sera le juge de paix, ça c'est sûr. 13,5 km à pratiquement 7% de moyenne. En début de saison, c'est costaud. Pierre-Maurice, pourquoi avoir choisi la montagne de Lure ? Il y a eu 2 passages de Paris-Nice là récemment, et puis c'est pas quand même un sommet habituel du cyclisme, et pourtant ça s'y prête, on l'a vu. Comment ça s'est fait ce choix ? Il y avait une candidature du territoire avec la communauté de communes de Fort-Calquier, avec la mairie de Saint-Étienne-les-Ongles qui nous souhaitait à tout prix. Et ça faisait 3 ans qu'on arrivait au Ventoux en fait, ou 2 ans. 2 ans qu'on arrivait au Ventoux, et on a réfléchi un petit peu et on s'est dit en fait toutes les grandes épreuves, elles ont leur référence. Paris-Roubaix à la tranchée d'Arambert, le Tour de France à le Ventoux, et le Ventoux est une épreuve où il y a déjà une épreuve professionnelle de haut niveau avec le dénivelé challenge. Et on s'est dit, il y a cette montée qui est quasi similaire de ce qu'on fait, parce que nous, on ne pourra jamais aller au sommet en février du Mont Ventoux, on arrivera toujours à Challerena. Et on s'est dit, il y a tout pour y faire. Et c'est pour ça qu'on a signé 3 années avec la montagne de Lure, pour nous permettre d'en faire notre géant à nous, et de pouvoir s'approprier cette montée pour construire le tour, mais aussi tout ce qui ira avec. C'est-à-dire, demain, on réfléchit déjà à pouvoir l'animer tout au fil de l'année, pouvoir en faire le lieu de référence aussi de notre épreuve, parce que c'est important que les gens, à l'image de ce qu'on a fait aussi avec le village des Marques cet hiver, puissent avoir des symboliques et des endroits où venir consommer entre guillemets du Tour de la France. Et puis c'est un site qui souffre actuellement. Là, il y avait une station de ski qui n'existe plus, voilà, qui a besoin d'un nouveau souffle. Oui, c'est l'impact que peut avoir une épreuve cycliste, et ce que avec Marion on souhaite, c'est qu'on est devenu une belle épreuve cycliste, et c'est très bien, mais il faut aussi qu'on puisse avoir un vrai rôle social et économique
Aujourd'hui, le Tour de la Provence, c'est des centaines et même des milliers de chambres d'hôtel qu'on prend pendant une semaine sur une période où les hôtels ne fonctionnent pas du mieux et où c'est assez difficile pour l'après-Covid. Et c'est aussi cet exemple de la montagne de Lure avec une station qui a eu du mal cet hiver, puisque c'était le premier hiver qu'elle n'a pas pu ouvrir. Et si demain on peut être juste un tout petit maillon pour permettre de réécrire son histoire et d'être un petit acteur pour son avenir, il faut le faire parce que derrière cette montagne, c'est des commerces. C'est des emplois, c'est des familles en fait. Donc ça, c'est important qu'on ait ce rôle. Alors, il y a des questions qui arrivent là sur le chat du compte Twitch de la Provence. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux depuis le début de l'émission. On nous demande notamment, alors c'est une question technique d'un fan de vélo, pourquoi équilibrer le parcours finalement et pas faire une course plus spectaculaire que les autres? La topographie de la région s'y prête. On pourrait faire une course spéciale puncher par exemple. Ouais, mais il n'y aurait pas beaucoup de coureurs. Il n'y aurait pas beaucoup de coureurs au départ. Hein. Si on fait que pour un seul profil de coureurs, toutes les équipes ne s'aligneraient pas, donc on perdrait vachement en densité. Et puis on est en début de saison, honnêtement, faut arrêter de vouloir faire toujours au plus dur. Moi je commente les courses tout au long de l'année et des fois on nous met des étapes mais qui sont difficiles mais incroyables et au final il se passe rien parce que c'est tellement dur que les coureurs ils vont attendre le dernier moment. Donc pour moi en fait les plus beaux parcours, c'est ceux qui sont bien tracés en étant justement pas trop durs. Maxime, je reviens sur la montagne de Lure. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'idée d'installer ce site-là pour le vélo, pour longtemps finalement? C'est un site qui mérite de devenir un site emblématique de la course cycliste? Oui, la montagne de Lure est peut-être un petit peu trop dans l'ombre du Mont Ventoux. Et je vais vous faire un comparatif. Je suis natif du Rhône-Alpes, de l'Ain, et il y a le col du Grand Colombier. Et le col du Grand Colombier était très méconnu il y a encore de ça quelques années. Et le Tour de France y est venu, et depuis presque tous les ans, le Tour de France y retourne. Et en fait, je pense que grâce à peut-être au Tour de la Provence et cette montagne de Lure qu'on va avoir dimanche, peut-être ça va faire ouvrir les yeux peut-être à Esso et peut-être un jour de venir sur le Tour de France ou sur une autre épreuve pour cette montagne de Lure. Et en fait, c'est une montagne qui mérite d'être connue et qui est un petit peu trop dans l'ombre, je pense, du Mont Ventoux. Mais sportivement, c'est une montée qui est très difficile. Vous savez, c'est les coureurs qui font la course. Si ça va monter à bloc, il y en aura partout. Et la moindre montée, de toute façon, chez les pros, elle peut être très difficile, mais c'est les coureurs, bien sûr, qui font la course. Oui, donc ça risque d'être vraiment spectaculaire, Marion, cette montée. Ça peut être épique même. Oui, épique. C'est sûr qu'il y aura du spectacle. Hein. Ça, les coureurs, ils le savent. En plus, si ça se joue à coup de secondes, évidemment que ça va s'attaquer. En plus, on ne va pas en garder sous la pédale parce que ça sera la dernière étape. Donc, on n'aura pas en tête celle du lendemain. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on termine avec l'étape Rennes sur le Tour de la Provence. Donc, on va regarder d'ailleurs le tracé de cette quatrième étape qu'on n'a pas encore regardé. Marion, je vous laisse nous le commenter. Donc, du coup, on partira de Manosque. On partira de Manosque pour 166 km et plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc, il y aura la montagne de Lure, mais pas seulement. Tout au long de la journée, ça sera vraiment casse-pattes. Il y a une grande boucle, j'ai vu, on va la découvrir là. Ouais. Non, de toute façon, il y aura eu 3 jours difficiles avant. Donc, les organismes vont déjà être émoussés au départ de cette étape. On montera 2 fois le même col, le col de Bouire. En fait, ça sera deux boucles. Et on ira chercher lors du dernier passage la montagne de Lure. Bon, on le grimpera qu'une seule fois. Je pense que ça sera déjà bien assez. Et ça sera une ascension longue de 14 km pratiquement à 7% de moyenne. Il y aura même des passages parfois à 15%. Donc, il y aura vraiment de quoi faire. Vous inquiétez pas, il y aura du spectacle. Comme Maxime l'a dit, elle n'a rien à envier au chalet Renard qu'on faisait les autres années. Et on aura un très beau vainqueur au sommet. Maxime, vous nous avez dit que la différence pouvait se faire au prologue, mais ça peut aussi se faire à la deuxième étape, ça peut se faire partout en fait, non? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que les coureurs qui vont arriver ensemble ou très proches en haut de la montagne de Lure, le classement du prologue, le temps du prologue va être très déterminant pour le classement général. Parce que si vous avez 3, 4, 5 coureurs qui vont arriver au sprint, ce qui est possible en haut de la montagne de Lure, ça sera le classement du prologue qui va être déterminant, sûrement. Donc c'est pour ça que je vous dis, chaque jour est important. Le premier jour, vous avez un prologue qui est promis à un rouleur, à un chronomane. Le deuxième jour, il peut y avoir des bordures. Sinon, ça peut être un sprinter qui peut s'imposer. Le troisième jour, c'est pour un puncher. Et le quatrième jour, normalement, c'est pour un grimpeur, voire un puncher très en forme.
Merci Maxime. On va finir par un dernier thème qui nous tient à cœur, évidemment. On en a un petit peu parlé, mais on va parler tout de suite là de ce tour qui permet de voir la Provence dans le monde entier. Hein, vous nous avez donné des chiffres assez impressionnants en début d'émission. Pierre-Maurice, combien de pays diffusion du tour ? 190 pays et 175 en direct. Voilà, donc c'est une audience mondiale. Qui dit audience dit visibilité, qui dit visibilité dit partenaire, j'imagine, ville comme partenaire privé. Comment se construit l'économie d'une épreuve comme celle du Tour de la Provence ? Ce n'est pas forcément évident, hein, parce qu'aujourd'hui, après cette période de Covid, on sait que l'économie de notre pays a pas mal souffert. Et nous, il faut qu'on augmente notre budget. Donc c'est aujourd'hui un travail de fond qu'on fait et qui a déjà entamé pour les prochaines éditions. On a la chance que notre premiers financeurs sont les mairies qui nous accueillent parce qu'on veut faire du donnant-donnant puisque nous on reverse énormément aussi en économie locale, les hébergements, les repas, jusqu'au carburant des voitures, enfin voilà c'est un vrai sujet. Et après c'est beaucoup de partenaires privés qui sont derrière nous et cette année c'est plus de 34 entreprises du territoire qui sont derrière nous, ce qui est un record puisqu'on est passé d'une année où on avait 7 entreprises l'année dernière à 34, donc c'est un vrai gros... très très grosse réussite et franchement je les remercie énormément et notre partenaire historique le département 13 qui est toujours derrière nous malgré le fait qu'on puisse aussi aller explorer d'autres territoires et qui reste notre partenaire historique. Alors on n'a pas encore regardé les images des différents maillots. C'est vrai qu'on va les regarder pour finir. Ça c'est les maillots qui sont donc portés par les leaders des différents classements. Alors Marion, vous pouvez nous dire les différents maillots là qu'on voit à l'image. On a le maillot de leader, j'imagine, au milieu. Oui, le maillot de leader, le maillot de meilleur grimpeur que vous avez. Vous voyez qu'on a fait un maillot hommage à un Bernard Tapie, évidemment. Je pense que Pierre-Maurice il pourra nous en dire un mot. Même un peu ému, je pense, de ce maillot leader. On va revenir sur le maillot du leader, là, voilà, qui est différent des autres années, évidemment. Quand on était arrivé à la tête avec Marion du Tour, c'était pour nous normal déjà que le maillot Mondrian réapparaisse dans le peloton, puisque c'était l'empreinte de Bernard Tapie et c'était très très important. Donc ça c'est hommage à la vie claire. La vie claire, look, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que derrière le patron d'équipe, il y a aussi un capitaine d'industrie qui a inventé le vélo carbone, qui a inventé la pédale automatique, qui est aujourd'hui quelque chose de courant dans notre sport. Et quand moi je m'étais toujours dit, tant que M. Tapie sera ici, tant que le boss sera là, il y aura ce maillot. Et on ne veut pas qu'il disparaisse, et c'est pour ça qu'on a voulu le changer, et qu'il y aura ce maillot noir avec le liseré Mondrian. Et on le voit un petit peu sur le bas, il y aura ses initiales. En bas, on les reconnaît. Voilà, jusqu'à la fin, tant que je serai à la tête du Tour, il y aura toujours ces initiales qui y seront. Et voilà, c'est un clin d'œil qui était hyper important et on est très heureux d'avoir un partenaire qui nous a suivis sur ce beau projet. On va regarder très rapidement défiler les autres maillots. Il y a beaucoup de classements en fait, donc ça c'est de la montagne. Le classement de la montagne. Ensuite, le maillot à points. Le classement par points. Le meilleur jeune. Et un nouveau maillot, le maillot du chouchou. Alors c'est quoi le maillot du chouchou, Marion ? Alors le maillot du chouchou, c'est vrai qu'on avait envie de faire quelque chose de particulier et surtout que les gens puissent participer, qu'ils soient sur place ou non derrière leurs écrans. Et en fait, après chaque étape, ils vont pouvoir voter pour le coureur chouchou finalement de cette étape. Donc tout le monde pourra voter pour le coureur préféré. Donc c'est le choix du public. C'est ça. Exactement. Bon. Très bien. Eh bien, merci. À vous deux d'être venus ici. Maxime, un dernier coucou depuis votre maison à Plan de Cuc, tout va bien ? Merci, tout va bien, bien. J'espère que le maillot noir Bernard Tapie sera dans le bus Arkea Samsic dimanche soir. C'est mon souhait. Je crois qu'il y avait même la petite victoire derrière là, qui vient de passer. On l'a vu passer dans l'escalier. La petite est passée derrière. Non, mais aucun problème. Merci beaucoup Maxime d'avoir été patient, d'être resté avec nous tout au long de cette émission depuis chez vous et on vous souhaite le meilleur pour cette saison, évidemment qui commence avec le Tour de la Provence. Le Tour de la Provence est donc à suivre en direct toutes les étapes évidemment chez nos confrères de l'équipe 21 et diffusion également intégrale sur le site de laprovence.com avec demain 2 pages spéciales dans la Provence, retrouvez-nous bien sûr, et puis un cahier spécial de 12 pages chaque jour dans notre journal La Provence sur le pied de guerre, toutes nos agences locales, le service des sports, je crois qu'il y a plus de 20 journalistes accrédités avec toutes les infos pratiques, les équipes, les horaires de passage, si vous voulez tout savoir sur le Tour qui passe à côté de chez vous, retrouvez-le évidemment chaque jour dans La Provence. Allez, pour terminer, merci à toute l'équipe en régie, Baptiste Lombard, Laurie Savama, notre directeur des rédactions
également Guilhem Rickavi qui était avec nous également. Et merci également à Rodolphe Tapi qui nous a soufflé l'idée de cette émission en direct sur Twitch. Merci beaucoup Rodolphe. Émission disponible en replay bien sûr sur Twitch et puis dès demain sur l'ensemble de nos réseaux Facebook et YouTube. Merci Pierre-Maurice. Merci beaucoup Marion. Merci à tous. À très bientôt.